Bonjour chers téléspectateurs de Leral.net et bienvenue à votre émission politique, réponse politique sur Leral TV. La rédaction de Leral.net a l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Diop Decroix, qu'on ne présente plus. C'est le secrétaire général du parti historique And Jëf PADS. Il est aussi député à l'Assemblée nationale, mais aussi il a porté la casquette d'ancien ministre d'État auprès du président de la République. Bonjour Monsieur Decroix. Bonjour monsieur. Nous vous laissons vous vraiment saluer la diaspora, les téléspectateurs de Leral TV. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter sur votre plateau. Je voudrais également dire tout le bien que je pense de Leral. Je constate que vous faites un travail très sérieux et depuis quelques années quand même Leral est en train de progresser vraiment dans l'opinion, etc. Je le dis objectivement, hein, si ce n'était pas le cas je ne l'aurais pas dit. Donc je vous félicite et vous encourage là-dessus. Bon, pour terminer, donc je salue l'ensemble de vos téléspectatrices et de vos téléspectateurs répartis un peu partout à travers le monde. Absolument. Dans le vif du sujet, Monsieur le ministre, l'actualité c'est le remaniement ministériel. Le gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne II, comme on l'appelle. Première question très précise. Monsieur Aliou Sall, le frère du président de la République, qui est un conseiller en planification et titulaire d'un master en administration publique, est nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en remplacement de M. Thierno Seydou Niane. Népotisme, efficacité stratégique, qu'est-ce que vous inspire cette nomination? Bon, vous avez commencé par le gouvernement, mais rapidement vous avez terminé sur Aliou Sall. Je ne sais pas très bien quelle est la question. En réalité, bon, c'est d'un seul tenant, hein, on va dire. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est celui qui nomme le gouvernement. C'est Macky Sall, le problème du Sénégal. Donc, franchement, en général, d'ailleurs, vous savez, bon, j'ai été sollicité pendant la formation du gouvernement pour me mettre à commenter. Qu'est-ce que j'ai à commenter dans la formation d'un gouvernement de Macky Sall, franchement? Je crois qu'il faut aller au fond des choses. Bon, ceux qui en ont parlé ont dit beaucoup de choses qui sont justes, hein, mais je considère moi que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, d'après les recensements qui sont en train d'être faits, on est à un peu plus de 70 ministres. 76, d'après ce que j'ai lu, 76 ministres pour quelqu'un qui avait promis de ne pas dépasser 25 ministres. Donc, diviser 76 par 25, ça fait 3 fois plus un ministre. Donc, il a progressé de 300% par rapport à son projet initial. Si le pays avait progressé de 300% par rapport à ses revenus bien répartis entre les populations, etc., peut-être que les gens n'auraient même pas prêté attention à ça. Mais le pays s'appauvrit et lui, il a 76 ministres. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est même plus dans le domaine de la rationalité politique. Donc, quel type de critique même vous pouvez formuler par rapport à ce qui paraît comme quelque chose de totalement irrationnel, On ne sait pas... Donc c'est quoi le débat de fond? Il y a un remaniement, c'est quoi le débat de fond? Il y a un remaniement, certains parlent de... Vous élaguez la personnalité d'Aliou Sall, mais on parle de népotisme, on parle de clientélisme. Mais il y a tout ça, mais bon, est-ce que c'est nouveau? Mais c'est pas nouveau quand même. Son beau-frère est ministre, son oncle est maire, je ne sais où, le petit frère, etc. Bon, son petit frère, oui, je suis toujours gêné d'en parler, parce que Aliou Sall est mon petit frère, il faut quand même
Moi, je n'ai pas pour habitude d'insulter l'histoire. C'est un passé que je revendique. Mais c'est gênant. Et aujourd'hui, maintenant, c'est devenu totalement inacceptable dans un pays comme le Sénégal. Bon. On rappelle que oui, il avait dit à son frère, bon, m'a montré d'ailleurs un article, je ne sais pas si c'est pas dans l'Herald, où il dit, j'ai dit à mon petit frère il est exclu que tu puisses bénéficier d'un décret de nomination de ma part. Maintenant, c'est fait. Bon, c'est comme l'histoire de je vais diminuer mon mandat, etc. Mais ça, rien n'est nouveau dans ce que fait Macky Sall. Alors, donc, il faut arrêter, je crois, vraiment, de chaque fois que les mêmes choses se répètent, on dit, oui, qu'est-ce que vous en pensez, oui. Il n'y a pas de différence. Je crois que le plus important, c'est ce que doivent faire les Sénégalais. Absolument. C'est ça qui est le plus important. Que les Sénégalais, nous avons failli quand même, qu'ils s'organisent pour dégager tout ça, parce qu'il est manifeste que à ce rythme-là, le pays ne va pas résoudre ses problèmes. Absolument. Abdoulaye Daouda Diallo, comme ministre de l'Intérieur, a été toujours décrié. Certains partis politiques disaient que ce n'est pas une personnalité neutre dans l'organisation du processus électoral. Aujourd'hui, c'est Ali Ngouille qui le remplace et lui, il est affecté aux infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. C'est aussi la même chose, il n'y a rien à changer. Oui, j'ai dit et répété quand même que bon, il faut aussi que nos amis de la presse, franchement, nous écoutent un peu davantage et peut-être aussi qu'ils fassent un petit effort pour bien cerner comment nous posons les problèmes. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Nous avons toujours dit et répété que c'est le président Sall qui est élu par ailleurs, qui nomme ses ministres. Nous n'avons pas de problème particulier pour ce qui concerne les personnes. Abdoulaye Daouda Diallo était ministre de l'Intérieur. Si nous avons des critiques, etc., à faire au ministre de l'Intérieur, c'est par rapport à la sécurité, etc., etc. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais nous, notre problème, c'est l'organisation des élections. Quand nous parlions de Abdoulaye Daouda Diallo, c'était sous le rapport de l'organisation des élections. On a parlé de lui par rapport à la sécurité. Évidemment, il n'y a pas de sécurité dans le pays, etc. Donc, on n'a pas dit le ministre de l'Intérieur. Parce que si c'était ça, oui, on va dire, oui, il est parti, quelqu'un d'autre est venu, donc le problème est réglé. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons toujours dit que la matière électorale est une matière partagée. C'est-à-dire que le pouvoir est un acteur dans cette matière, l'opposition est un acteur ou une actrice dans cette matière, la société civile également est partie prenante. Par conséquent, depuis 25 ans, on a ce que nous appelons le consensus de 92. En 1992, on a voté un code électoral consensuel. Le président Abdou Diouf, à qui on a remis ce projet, a dit « je vais l'envoyer à l'Assemblée sans y toucher une virgule ». Et c'est ce qu'il avait fait à l'époque. Depuis lors, de temps en temps, c'est vrai, il y a de petites contestations, mais depuis lors, aucune élection n'a été sérieusement contestée au Sénégal. Et depuis lors, une élection n'a jamais débouché sur des conflits, des affrontements, etc., etc. Alors, depuis quelque temps, le président Sall et ceux qui l'accompagnent ont décidé de déchirer ce consensus de 1992. Toutes les lois qui ont été votées entre 2014 et maintenant et concernant les questions d'élection ont été votées sans l'assentiment de l'opposition. Donc, le consensus a été déchiré. Maintenant, bien entendu, lorsqu'ils ont voulu aller trop loin,
avec cette histoire de confirmation sur le fichier électoral, une loi qui leur permettait de biffer, d'enlever de la liste tous ceux qui ne leur étaient susceptibles de ne pas leur être favorables. Vous savez, c'est que c'est pas difficile, hein, que les commissions sont nombreuses dans chacune des 500 et quelques communes du pays. Vous installez des commissions avec des gens qui vous sont favorables, de l'APR en général, et qui se connaissent, les gens se connaissent dans les terroirs. Voilà, ils enlèvent. Bon, il nous a fallu faire une marche réprimée, mais évidemment, l'image du pouvoir en a pris un sacré coup. C'est après cette marche qu'on a changé cette loi-là, et c'est la seule loi que nous avons votée à l'Assemblée en tant qu'opposition, parce que ils ont enlevé ce que nous voulions voir enlevé pour mettre ce que nous voulions voir mis dans le code électoral. Alors, voilà où on en est. Donc, la question, c'est pas Aly Ngouille Ndiaye. La question, c'est une autorité capable, consensuelle, capable d'organiser des élections. Quand je dis autorité, c'est la personne qui dirige, mais c'est aussi une structure animée par des femmes et des hommes. C'est ça qu'il nous faut au Sénégal. C'est-à-dire que ça, c'est pas une revendication de l'opposition, voilà, par rapport à laquelle les autres doivent considérer que, ah non, c'est le pouvoir et l'opposition qui se battent. C'est pas ça. Ceux qui votent sont les acteurs premiers. J'ai dit tout à l'heure le gouvernement, l'opposition et la société civile. La quatrième partie prenante et la plus importante, c'est celle-là qui est le peuple qui décide, qui doit décider de qui doit diriger, qui doit présider à ses destinées. Alors, voilà la question qui est posée. Donc, ça concerne tous les Sénégalais. Et si le pouvoir ne recule pas, l'opposition, de toute façon, prendra ses responsabilités, hein, du point de vue du combat, de la lutte qu'il faut mener pour que le pays revienne sur les positions, sur les rails de la démocratie. À Touba, il y a 261 000 inscrits. 60 000 personnes seulement ont voté. 261 000 inscrits, 60 000 personnes seulement ont voté. Pourquoi? Parce que d'une part, l'essentiel n'a pas reçu les cartes d'électeurs, et les autres n'ont pas pu voter. 221 bureaux de vote n'ont pas fonctionné à Touba. Vous croyez que ça c'est acceptable? Pour des gens qui savaient qu'ils étaient minoritaires à Touba. Donc, qui se sont organisés pour que Touba ne vote pas. Ça, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est-à-dire, il faut faire très attention. Et ça, évidemment, c'est pas seulement l'opposition que ça regarde. Ça regarde tous les Sénégalais, absolument. Quel commentaire faites-vous par rapport à la démission de Wade, de Maître Abdoulaye Wade, de son poste de député? Le président Wade avait une mission. Je viens vous accompagner pour ces élections législatives. Je fais la campagne, après c'est terminé. Donc il a fait la campagne, il est élu, on a fait un excellent résultat dans les conditions que vous savez. Voilà, donc il démissionne, c'est normal, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il continue d'être là, hein, ça, il faut bien le dire. Hein. Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, lequel le PDS est membre de la coalition Wattu Sénégal. Et puis, voilà, il est là, dans le combat. Absolument, absolument. Monsieur Decroix, parlons, la LD-MPT, la JPADS, il y a une crise quand même multiforme de la gauche sénégalaise. Quelle analyse faites-vous de cette crise? Est-ce que les partis de gauche sont-ils en train d'être largués par l'histoire? En réalité, la crise de la gauche, vous avez peut-être deux sources. Les sources doctrinaires, hein, idéologiques. Bon,
puisque quand même la gauche, les doctrines et les idéologies nous sont venues quand même quelque part de l'Occident, et pour parler du Sénégal, de la France en particulier. Bon, il y a eu à l'époque des pays, des partis qui se sont battus contre la domination, contre l'exploitation, etc., etc. Bon, ce sont les expériences qu'on a connues en Union soviétique, en Chine, dans ce qu'on a appelé à l'époque les pays de l'Est. Bon, ces expériences-là, ont marqué quand même l'histoire de l'humanité, mais ont révélé d'importantes limites, en particulier la question de la liberté des gens. C'est vrai que lorsque les gens sont pauvres, se battre pour que les gens puissent se nourrir, se vêtir, aller à l'école, se loger de façon décente, etc., etc., sont des questions fondamentales d'ailleurs. C'est ça qui différencie l'être humain de l'animal. Donc, ce sont des questions importantes. Bon, ces pays-là et ces partis ont essayé de faire un effort assez important pour régler ces problèmes. Mais l'être humain, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la liberté. Et ces pays ont fini par confisquer la liberté. C'est-à-dire les institutions qui ont été conçues et mises en place n'ont pas permis de respecter les libertés. Et donc, les hommes et les femmes de ces pays ont bousculé ces institutions et les ont éliminées. C'est aussi simple que ça. C'est un peu les questions dont nous parlons en Afrique. Aussi, ces institutions-là seront éliminées. Les peuples vont se battre pour les éliminer. Alors, en Afrique, nous n'avons pas su, à mon avis, mon humble avis, réinterpréter ces théories-là pour un peu insuffler ce qui était peut-être le noyau dans les luttes africaines. Certains ont tenté à l'époque. C'était pas évident, les Lumumba au Congo et bien d'autres. Je passerai les Kwame Nkrumah, etc. Mais à l'époque, c'était la lutte entre les deux blocs, la guerre froide. Tout dirigeant africain à l'époque qui n'était pas un valet de l'impérialisme occidental était liquidé physiquement sans problème. Ça a été le cas de Lumumba et de bien d'autres. Alors, maintenant, la guerre froide a disparu, mais les problèmes de l'exploitation, de la domination, de l'humiliation des peuples, ces problèmes sont encore là. Et donc, je veux dire que la mission de la gauche a encore beaucoup de choses à faire. Même la notion de gauche nous est venue de l'Occident. Il faut revoir cette notion-là, parce que ici, dans les pays de tradition musulmane, par exemple, gauche et droite, c'est différent. Donc nous, on ne devrait pas pouvoir utiliser, on devrait changer même cette appellation. Donc, il y a ces aspects-là. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que la gauche a toujours méprisé l'argent. Or, en politique, il faut de l'argent. La politique, la gauche n'a pas cherché à asseoir une logistique, etc., des moyens capables de prendre le pouvoir. Ailleurs où ça a été la guerre, les gens ont cherché des armes. Ils ont fait la guerre de libération, ils ont cherché des armes, ils se sont libérés. Mais ici, ce sont des élections, mais les élections aussi, c'est de l'argent. Bon, certains les autres ont su se débrouiller, trouver de l'argent. La gauche ne l'a pas fait, et donc la gauche végète. La gauche végète, c'est pas une histoire de oui, gauche, 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 non. Vous avez des gens qui ne sont pas forcément de gauche, qui ne se réclament même pas
qui ne se réclament même d'aucune idéologie, mais qui ont de l'argent et par conséquent qui ont pignon sur rue. Si, absolument. Monsieur Decroix, sur quoi repose votre compagnonnage avec le Parti démocratique sénégalais, libéral par essence? N'est-ce pas là à la base une négation des idéologies? Voilà, c'est ça qui nous retarde. C'est ça qui nous retarde. C'est pourquoi j'ai dit il faut réinventer tout ça. Ben, on importe et puis on plaque de façon mécanique. C'est ça qui nous retarde. En France, oui, il y a ce distinguo. Mais regardez le Parti socialiste du Sénégal, pour utiliser l'expression de Senghor. Le Parti socialiste du Sénégal, pendant les pratiquement 20 années d'Abdou Diouf l'a rappelé il y a quelques jours, a passé son temps à mettre en œuvre les plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. C'est quoi les plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI? Si ce n'est pas, je ne parle même pas de libéralisme, d'ultralibéralisme ou de libéralisme sauvage. C'est ce que le Parti socialiste a fait pendant tout le règne d'Abdou Diouf. Quand Abdoulaye Wade est venu, Abdoulaye Wade a pris des mesures qui étaient antilibérales, comme la bourse pour tous pour les étudiants, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme il y en a beaucoup. Alors après, on vient nous parler d'étiquettes. Je dis toujours qu'il faut se méfier des épithètes et des étiquettes. Que ça n'a pas de sens au demeurant. Allez voir le programme de Abdoulaye Wade, le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais en 1974, c'est quoi? C'est le programme socialiste travailliste. On a tendance à l'oublier. Le programme de base du PDS est un programme socialiste travailliste. C'est Senghor qui a obligé Wade à occuper les bancs de la droite à l'Assemblée. Parce que Wade avait dit, non, moi je ne suis pas à la droite de Senghor, je suis à sa gauche. Ça aussi on l'oublie. Alors, donc, arrêtons ce discours. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ce pays élimine la corruption, voyez, élimine la pauvreté et la misère, élimine la domination étrangère. Peut-être parce que, bon, si on dit, oui, le monde est globalisé, je veux bien. Mais on ne peut pas me dire, oui, le monde est globalisé, donc nous, on vient dominer votre économie, vous ne pouvez même pas mettre les pieds chez nous, mais c'est la globalisation, il faut l'accepter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il faut des relations équilibrées où chacun s'y retrouve du point de vue de ses intérêts économiques, sociaux, culturels, etc., etc. C'est ce combat que nous menons. Donc, nous sommes un parti absolument souverain. Le président Wade sera le premier à vous le dire. Quand nous ne sommes pas d'accord avec lui, on dit, mais président, on n'est pas d'accord. Et le président est un intellectuel, qui est très ouvert, qui écoute les gens. Donc, on est ensemble sur cette base-là. Et nous comptons continuer à travailler ensemble. D'autant que, à mon avis, le PDS a aussi fait, à mon avis, a beaucoup revisité son histoire, passée et récente, en particulier son histoire au sein du pouvoir, où les causes de la défaite, je pense, ont été nettement perçues du point de vue de l'arrogance, du point de vue vraiment de beaucoup de choses que le peuple avait condamnées à l'époque. Voilà un peu l'un dans l'autre les raisons pour lesquelles nous battons. Nous sommes avec le PDS, mais nous sommes avec d'autres partis, Bokk Gis Gis, du président Pape Diop, Tekki, Mamadou Lamine Diallo, mais aussi d'autres partis dans le Front patriotique pour la défense de la République et la coalition Wattu Sénégal. Après tout ce qui s'est passé, M. Mamadou Diop Decroix est toujours le frère idéologique de Landing Savané. Quelles sont vos relations avec votre frère Landing Savané, avec qui vous avez vraiment fait tout ce parcours? Oui, bon, ben ça fait très longtemps qu'on ne m'avait plus posé ce type de questions.
Bon, peut-être que je vais écrire un livre là-dessus, mais bon, moi je vous ai tout à l'heure parlé d'Aliou Sall. Tout le monde sait que je suis un opposant radical au régime de Macky Sall, mais j'ai revendiqué que Aliou Sall, quand même, est mon petit frère. Voilà. S'il était en prison, je serais allé le voir. Bon, mais je ne suis absolument pas d'accord, naturellement, avec ce qui se passe et je combats radicalement aussi ce qui se passe. Landing, c'est la même chose. Landing, c'est mon grand frère. Nous avons fait plus de 30 ans de compagnonnage ensemble. Bon, on s'est séparés. Vous ne m'avez jamais entendu dire un mot déplacé sur Landing, parce que si je le fais, en fait, ça se retourne contre moi. Souvent, ceux qui insultent l'histoire ne prêtent pas attention à ces aspects-là. Donc, ben voilà. Moi, c'est pas moi qui ai pris l'initiative de me séparer de Landing. C'est bon, toute une histoire où les gens se sont réunis et on pensait qu'il fallait exclure Mamadou Diop Decroix du parti. C'était trop compliqué. C'était pas possible politiquement. Bon, ils ont, je pense, ils ont entraîné Landing dans cette aventure. Et puis, ça a cassé le parti, puisque le parti a refusé. Le parti a refusé. Et déjà, un an auparavant, il y avait l'exclusion de Madiaye Mbodj. Dans le parti, l'écrasante majorité n'était pas d'accord avec Madiaye et ceux qui pensaient comme lui, mais les gens étaient opposés, n'étaient pas d'accord pour l'exclusion. Alors, donc, lorsque ceci a été répété, bon, le parti s'est rebuffé, et c'est ça qui a fait que le combat que le parti... Moi, c'était pas tellement mon combat à moi, c'était le combat de tout le parti. Et donc, c'est ça qui s'est passé. On a fait un congrès en respectant les statuts et le règlement intérieur du parti. Et voilà, j'ai été élu secrétaire général. Et on a changé d'ailleurs les statuts du parti. On ne peut plus rester éternellement à la tête du parti dans And Jëf PADS. Ces questions me paraissent importantes sous le rapport de la démocratie interne dans les partis politiques. Parce que si le responsable du parti ne respecte pas les règles du parti, demain, s'il est élu président de la République, il aura tendance à ne pas respecter la Constitution aussi. C'est aussi simple que ça. Mais les Sénégalais, ça aussi c'est un autre problème, considèrent que les partis sont des choses, des objets qui appartiennent à leur leader. On dit le parti de un tel, le parti de un tel. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous ne devez pas mener le combat interne pour que de façon démocratique le parti se prononce sur ses orientations et ses pratiques. Non, on dit, ça appartient à un tel, tu dois laisser tomber et aller créer ton parti. Alors, au résultat, on est à quoi, 200 ou 300 partis et ça va continuer. Bon, moi j'ai beaucoup souffert de ça, du fait que les Sénégalais ne soient pas allés au fond de savoir qu'est-ce qui oppose les gens à l'intérieur de And Jëf. Est-ce que le système fonctionne de façon démocratique? Quelles sont les thèses et les points de vue des uns et des autres? Non, c'est juste que voilà, ça appartient à Landing. Si l'autre n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Non, nous, c'est pas comme ça. Parce que ce parti-là, c'est vrai, n'a pas été créé dans les mêmes conditions que beaucoup d'autres partis. Il a été créé dans la clandestinité à un moment où il était impossible de faire la politique de façon légale.
On a arrêté des gens, on a torturé des gens, on a tué des gens dans ce parti-là. Donc nous, ce n'est pas un parti où que Mamadou Diop ou Landing Savané ou quelqu'un d'autre peut dire voilà ce que je veux faire, personne n'y peut rien, etc. Notre parti n'a jamais fonctionné comme ça et ne peut pas fonctionner comme ça. Absolument. Monsieur Decroix, aujourd'hui, les piliers de la nation sénégalaise, on note parfois l'ethnicisme, comme l'affaire Pendaba qui s'était prononcée contre les Wolofs, l'ethnocentrisme aussi, les dérapages verbaux comme récemment avec Hassan Diouf, avec des insultes. Est-ce que l'homo sénégalensis, quelque part, ne mérite pas qu'on le mette sur le divan et qu'on regarde? Il y a beaucoup de problèmes par rapport à la nation, le comportement des gens. Oui, c'est une crise. Tout ça est l'expression d'une crise multidimensionnelle, bien entendu. C'est une crise. Il y a la crise économique et sociale qui est quand même le fondement de toutes ces crises. La crise ensuite maintenant culturelle. Maintenant, en plus également, l'absence de vision, de projet de société, de perspective qu'on note chez ceux qui dirigent, crée aussi un sentiment de déshérence, une absence d'espoir dans l'avenir. Combien de jeunes Sénégalais meurent dans la Méditerranée? Combien? Le gouvernement se refuse même à communiquer sur ça. Alors que tous les jours que Dieu fait, des jeunes Sénégalais meurent en Méditerranée. Je vous le dis, tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas de bilan statistique. Il n'y a pas de bilan statistique. Non, peut-être qu'ils en ont, mais ils refusent. Ils refusent même d'en parler. Ils refusent même d'en parler. Pour des autorités qui sont censées être là pour le bonheur du peuple sénégalais. Sa jeunesse, comme si c'était son sang qu'il perdait, ce peuple-là, qu'il perdait. On n'en parle même pas. Parce que c'est une honte. C'est une honte, donc on ne veut pas en parler parce que ça nous renvoie notre propre image, qui n'est pas belle aujourd'hui. Voilà, donc cette crise-là, elle est là, il faut la décortiquer. Qui peut la décortiquer? Ce sont les intellectuels. Mais les intellectuels aussi sont frappés par la crise. Comme disait mon ami et maître Mamoussé Diagne, les intellectuels sont rivés au sol par le sac de riz. Ils ne peuvent pas s'élever. Regardez ce qui s'est passé avec Macky Sall. La corruption. Les pratiques, les méthodes, le système corrupteur qui a corrompu les intellectuels. Beaucoup qui se réclamaient de la société civile, des analystes, des politologues, etc., se sont convertis en politique. Pas en politique sous l'angle de l'engagement militant, mais en politique sous le terme, le sceau du politicien. C'est-à-dire gagner quelques avantages. C'est juste une sinécure. Voilà. Et ça aussi, c'est malheureux. C'est triste d'ailleurs, j'en suis triste. Mais c'est une des facettes de la crise. Donc, quels sont aujourd'hui les intellectuels qui sont encore là, debout, qui ont les moyens d'être un peu sereins, la sérénité nécessaire, l'indépendance donc, pour analyser tous ces phénomènes-là, cette crise, en délivrer une lecture quelque peu acceptable, on attend encore. Donc vraiment, les choses sont profondes. La crise, elle est très, très, très profonde. Hassan Diouf, vous l'avez évoqué. Mais
J'ai fait un article que je n'ai pas encore publié. Je ne sais pas si je vais le publier. Où je parle. Il faut nous donner ça en exclusivité. Vous pouvez donner ça à Leral en exclusivité. Je parle de Hassan Diouf en disant, est-ce qu'on doit traquer Hassan Diouf ou est-ce qu'on doit traquer ce dont Hassan Diouf est le nom? C'est ça. Pourquoi quand Hassan Diouf parle, de la manière dont il parle, vous avez des milliers et des milliers, je dirais des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de Sénégalais qui l'écoutent, qui partagent, qui aiment ce qu'il dit. C'est inquiétant. Hein? Mais c'est pas inquiétant. Mais non, c'est pas... On doit dépasser ce qualificatif quoi, qui relève de l'ordre du constat. Il faut aller au fond pour voir ce que ça signifie. Hassan Diouf n'est plus Hassan Diouf. Hassan Diouf, qu'est-ce qu'il est? C'est quoi? De quoi est-il le nom? Pour parler comme le philosophe épistémologue Alain Badiou, de quoi Hassan Diouf est-il le nom? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie dans notre société? On ne veut pas regarder ça. Donc, à la limite, on ne veut pas se soigner. Vous savez, ça existe, hein? Des malades qui ne veulent pas se soigner, ils vont à la mort. Mais quelle thérapie vous proposez? C'est quand même inquiétant le fait que... Il faut d'abord poser le bon diagnostic avant de parler de thérapie. Et ça, c'est... Mais on retourne toujours à ce fameux proverbe guinéen, le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Serigne Cheikh Tidiane Sy a dit qu'il faut laver le pays. Il faut faire un bain au pays. Mais quelle est la solution? C'est quand même inquiétant par rapport à la perspective. On fait le diagnostic sociologique, psychologique, mais quelle est la solution? Quelle solution pour ces problèmes? Mais je vous ai dit que on attend que les intellectuels nous délivrent. C'est-à-dire, ils sont bloqués par les sacs. Là aussi, c'est un problème parce que au Sénégal, tout le monde est sachant. C'est ça un grand problème. Les Chinois disent, la personne qui sait qu'elle ne sait pas, elle est récupérable. La personne qui sait qu'elle sait, ça va. Mais la personne qui ne sait pas et qui ne sait pas qu'elle ne sait pas, c'est grave. C'est là, ça va être très difficile de vivre avec. C'est malheureusement ce qui nous arrive. Donc, je ne suis pas là en train de vous dire que moi j'ai la solution. Vous me dites quelle est la thérapie. Vous voulez que je réponde. Peut-être que quelqu'un d'autre allait s'aventurer. Si je vous ai dit que c'est une crise profonde, il faut l'analyser dans tous ses tenants et ses aboutissants. Mais ça, c'est le pouvoir politique qui peut favoriser cette réflexion. C'est-à-dire un pouvoir politique capable de se remettre en cause, capable de supporter les critiques et les attaques, si acerbes soient-elles, que des intellectuels honnêtes, rigoureux et courageux vont porter contre lui. Mais ce pouvoir-là, en réalité, c'est un pouvoir qui décide, au fond, de un suicide. C'est un suicide. À l'époque, nous utilisions ce terme-là. L'intellectuel doit se suicider pour ressusciter un militant engagé aux côtés des masses populaires. On est obligé de passer par là, d'arrêter de considérer que celui qui est à la tête du pays, le pays lui appartient. Voilà, il fait ce qu'il veut.
voilà, on détourne des milliards, les marchés de gré à gré, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut arrêter. Est-ce qu'on peut y arriver de façon démocratique et pacifique? À vous entendre parler, pour être un peu plus compliqué, c'est comme si le combat serait plutôt freudien, à la fois freudien et marxiste. Oui, bon, vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il faut acclimater les théories, les doctrines, les idéologies, si vous allez dans les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, vous trouverez énormément de repères pour que cette société-là puisse se retrouver. Il a écrit, mais il était également là, au milieu des gens. Il enseignait, Serigne Touba, il enseignait chaque jour que Dieu faisait. Il n'est pas le seul. Si vous allez à Tivaouane, Seydi El Hadji Malick Sy, c'était aussi un foyer incandescent où les gens étudiaient la religion, mais aussi avaient une pratique sociale bien déterminée. C'est valable dans d'autres. Et ce pays-là aussi, bon, 95% des Sénégalais, dit-on, sont des musulmans. Qu'on retrouve dans ces différentes confréries. Il y a là, à mon avis, une source d'inspiration si on tenait réellement à remettre les choses en place. Mais que voyez-vous? Que voyez-vous? C'est aussi une manifestation de la crise, c'est-à-dire, au lieu de se considérer ces foyers comme des espaces de ressourcement, non. Ces foyers aussi sont en train d'être corrompus par la politique. Par la politique, une certaine politique. Donc, quel que soit le bord par lequel vous prenez le problème, nous revenons à la politique. Donc, et même là-dessus encore, c'est un gros parce que les gens sont en train de travailler pour démolir la politique. C'est-à-dire, on met tout le monde dans le même sac et on jette par-dessus bord. Mais quels sont ceux qui le font? Ceux qui le font, ce sont ceux-là qui souhaitent que les choses ne changent pas. Donc les problèmes sont nombreux, mon cher Massène Diop. Mais ils ont des solutions. Un problème qui n'a pas de solution n'existe pas. Hein? Alors le bon Dieu l'a dit dans le Coran. Ah oui, oui. Je ne changerai rien chez un peuple tant que ce peuple lui-même ne changera pas ce qui est en lui. Donc c'est à nous autres Sénégalais, c'est nous autres Sénégalais qui sommes interpellés et nous devons nous lever, nous organiser et nous battre pour que les choses changent dans notre pays. Dans notre pays, absolument. Maintenant, M. Decroix, parlons du livre blanc que la coalition gagnante Wattu Sénégal avait sorti. Est-ce que ça a été révolutionnaire par rapport à la situation? Qu'est-ce que ce livre blanc a apporté de plus par rapport au processus politique et à l'avenir que ça puisse changer?